Ravi de vous retrouver sur mon nouveau journal Afrique à la une ce lundi. Tension palpable en Guinée après l'annonce des résultats de la présidentielle, donnant Alpha Condé vainqueur. L'appel à manifester du candidat Cellou Dalein Diallo, arrivé deuxième selon les résultats officiels, n'a pas été entendu. Il sera en direct avec nous. Premier désaccord affiché entre le Mali et la France sur le dialogue avec les djihadistes. Le ministre français des Affaires étrangères juge cette option impossible. Le chef du gouvernement malien de transition évoque de son côté une opportunité. Et puis à 5 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, nous consacrons chaque jour une page spéciale élection. Ce soir, nous allons à Bouaké, capitale de l'islam ivoirien, avec le reportage d'Anthony Fouchard. Nous donnerons également la parole au candidat Pascal Afine-Guessant. Des Guinéens apeurés, cloîtrés chez eux, et ce, 2 jours après l'annonce des résultats de la présidentielle, donnant le président sortant vainqueur dès le premier tour. Et après une semaine de contestation durement réprimée, le FNDC, ce front de l'opposition et de la société civile contre un 3e mandat, avait pourtant appelé à manifester. Reportage d'Aboul Rahman Ba, récit Karim Baldé. Un calme étrange règne sur la route Le Prince ce lundi. Le long de cet axe qui traverse les banlieues nord de Conakry, acquise à l'opposition, un impressionnant dispositif de sécurité est déployé. Des militaires réquisitionnés prêtent main forte aux policiers et gendarmes pour parer toute velléité de protestation. À Wanindara, tout semble sous contrôle, mais ce quartier porte encore les stigmates d'une semaine de contestation durement réprimée. La famille Camara a tout perdu. Leur maison a été incendiée lors d'un affrontement entre partisans du pouvoir et de l'opposition. Mon papa, il vend charbon pour nous nourrir. Personne n'a de travail sérieux ici parmi nous. Voyez-vous, non? La seule maison que nous avons, ils sont venus tout casser. Mon papa, il ne travaille pas. Ses enfants, ils ne travaillent pas. Nous dormons dehors. Toute la famille sont éparpillées. Un peu plus loin, quartier Anco 5, plusieurs commerces avaient été attaqués et pillés. Par crainte de revivre le même scénario, des propriétaires de magasins montent eux-mêmes la garde devant leurs boutiques. Depuis les résultats du vote, plus rien ne va. Civils, militaires, tous peuvent s'attaquer au commerce. C'est pourquoi nous veillons, c'est tout. J'ai 4 enfants et d'autres familles sont réunies chez moi. Actuellement, nous ne mangeons qu'une seule fois par jour. Une peur qui expliquerait l'absence de manifestations aujourd'hui dans la capitale guinéenne. C'est en tout cas l'avis des organisations hostiles à un nouveau mandat du président Alpha Condé. Il y a ce que nous souhaitons, il y a ce que aussi la dictature souhaite imposer par la force des armes. Vous avez vu, vous avez fait le tour de la ville, vous avez vu que la ville est totalement assiégée. Ce sont des kalash un peu partout. La crise post-électorale aurait déjà fait une 30aine de morts selon l'opposition, beaucoup moins au dire des autorités. Pour tenter d'apaiser les tensions, des émissaires de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest sont actuellement à Conakry. Et avec nous en direct de Conakry, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, bonsoir. Selon les résultats officiels de la présidentielle du 18 octobre, le président sortant Alpha Condé aurait obtenu 59,49% des voix contre 33,5% des suffrages pour vous. Résultat que vous contestez. Vous avez donc appelé à manifester. Or, cet appel, on l'a vu dans le sujet, a très peu été suivi. Est-ce que vous êtes déçu ce soir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut d'abord situer le contexte. M. Alpha Condé a perdu dans les urnes. Il a fait transformer les résultats en imprimant d'autres PV, en les faisant valider au niveau de CACV et de la CENI. Sinon, M. Alpha Condé n'a eu que 39% dans les urnes, mais je détiens tous les PV traités à l'issue du dépouillement dans les urnes. Maintenant, en tant comme il s'est rendu compte, il a fait fabriquer d'autres PV et qui lui ont permis naturellement de se faire proclamer par une CENI aux ordres avec 59,43%. Bien entendu, les gens manifestent depuis parce que ils ne sont pas d'accord avec ce hold-up électoral en cours. La répression a été sauvage et sanglante. Il a réquisitionné l'armée, il a déployé beaucoup de forces militaires et paramilitaires dans les quartiers réputés être
les fiefs de l'UFDG, du vrai vainqueur de cette élection, en l'occurrence moi-même. Il y a déjà 30 morts, beaucoup de magasins détruits, pillés. Et M. Alpha Condé essaye par la violence et l'intimidation, naturellement, de faire passer ce hold-up, mais on ne l'acceptera pas. Alors, il y a la rue, mais il y a aussi les recours légaux, la Cour constitutionnelle, en qui vous n'avez pas confiance, vous l'avez répété, mais à qui vous vous adressez quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, je ne peux même pas constituer mon dossier de recours. Vous savez, depuis mardi, il y a le siège devant mon bureau. L'armée est venue saccager mon bureau, s'emparer de tous les ordinateurs et de tous les documents qui étaient là, justement pour m'empêcher de constituer les recours pour la Cour constitutionnelle, puisque j'ai eu le malheur de l'annoncer. Mais Alpha Condé veut faire disparaître toutes les preuves irréfutables que je détiens par rapport à la fraude qu'il a organisée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon siège et mes bureaux sont occupés par l'armée depuis mardi. Ceci dit, je suis en train de m'employer à réunir des pièces à partir des ordinateurs de certains, même s'il y a la coupure d'Internet aussi qui nous paralyse. Mais il faut dire que je suis séquestré moi-même à mon domicile depuis mardi. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et aujourd'hui, les provisions sont en train de s'achever et les gens n'ont plus grand-chose à manger. On se débrouille en mangeant deux repas par jour. Mais alors, vous dites, Cellou Dalein Diallo, que votre lieu de résidence est encerclé par les forces de l'ordre, par l'armée. Les journalistes locaux et étrangers n'ont pas pu venir chez vous pour que vous fassiez cette conférence de presse. Qu'est-ce que vous allez faire, du coup, désormais ? Écoutez, continuez à me battre. Mes partisans sont déterminés à défendre leur suffrage que M. Alpha Condé tient coûte que coûte à voler, et il a utilisé justement la force et l'intimidation pour les empêcher, mais les gens s'organisent pour résister. On a deux recours légaux, c'est la Cour constitutionnelle et la rue. Bien sûr, il a réquisitionné l'armée, il a investi les fiefs de l'opposition, les fiefs du vrai vainqueur, en l'occurrence ma personne, mais nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale, parce que nous avons le droit avec nous et il n'y a pas de recul possible par rapport à ça. Nous avons pris les dispositions pour mener une belle campagne. Nous avons pris les dispositions pour disposer de tous les PV qui ont été dressés à l'issue du dépouillement. Les PV qu'Alpha s'est fait fabriquer le lendemain et qu'il a fait valider au niveau de CACV, nous ne l'accepterons pas. Alors, il y a une semaine, jour pour jour, vous vous étiez auto-proclamé président de la Guinée avant même la proclamation des résultats officiels de la CENI. On a eu un peu de mal à comprendre cette stratégie aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'était un coup d'épée dans l'eau ? Non, c'est pas. Dès lors que je me suis rendu compte que Alpha était en train de fabriquer des faux résultats, des faux PV, et à les imposer dans les commissions administratives de recensement, j'ai diffusé les vrais résultats que j'avais pu collecter grâce à un dispositif mis en place pour justement photographier, pour capturer et transmettre électroniquement à mon QG tous les résultats. J'ai donné ces résultats qui faisait de moi le vainqueur de cette élection avec 53,84%. Mais les PV, une fois affichés, sont du domaine public. Tout le monde peut donner les résultats de ces calculs sur la base de PV vrais. Personne ne peut dire que j'ai fait usage de faux dans ces calculs. C'est tous les PV dont la somme m'a permis de donner le résultat que j'ai annoncé. En tout cas, une mission conjointe CEDEAO, Union africaine-ONU est sur place actuellement à Conakry. Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Écoutez, je ne fais pas beaucoup confiance aux émissaires de la CEDEAO de l'Union africaine. Ils ont laissé la situation pourrir en Guinée, malgré nos appels répétés à leur intervention pour qu'on puisse instaurer un dialogue ici et essayer d'aplanir nos divergences autour de la table. Ils n'ont jamais réagi, alors qu'ils se sont précipités au chevet du Mali pour aider les Maliens à s'entendre, même s'ils n'ont pas, c'est les Maliens qui ont réglé eux-mêmes leurs problèmes. Mais nous, on n'a pas pu bénéficier de l'aide de la CEDEAO et de l'Union africaine, même lorsqu'on a appelé nous-mêmes au dialogue, sûr que nous avions des arguments irréfutables par rapport à Alpha Condé. Bon, la mission vient de quitter chez moi. On leur a expliqué nos griefs, la frustration liée à ma séquestration, au siège devant mes bureaux et mon siège, et puis à la violence inouïe qui est aujourd'hui en train de s'exercer sur mes partisans.
Donc, nous n'accepterons pas, nous leur avons dit, cette fraude massive à laquelle Alpha s'est livré et nous ne pardonnerons pas ces exactions auxquelles il est en train aujourd'hui de se livrer sur des populations innocentes. Alors vous parliez de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi à une solution pacifique par le dialogue, demandant à Alpha Condé et à vous-même d'empêcher la violence. C'est peut-être un peu léger comme réaction. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être lâché par le reste de la communauté internationale également ? Nous ne comptons pas sur la communauté internationale, nous comptons sur nos propres forces. Nous aurions voulu que la communauté internationale soit au chevet de la Guinée depuis que cette crise a commencé. Cette crise est née de la volonté de M. Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat. Plusieurs manifestations ont été organisées pour s'opposer à ça. Il y a aujourd'hui 130 morts, mais jamais on n'a entendu la communauté internationale. On ne l'a pas vu faire des enquêtes pour savoir dans quelles circonstances que ces citoyens ont été tués. On a vu parfois des condamnations timides, mais qui n'ont été suivies d'aucun acte. Donc nous, on va essayer de défendre justement nos droits que M. Alpha Condé est en train de violer. Cellou Dalein Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes le chef de file de l'opposition et que vous continuez à revendiquer la victoire à la présidentielle du 18 octobre en Guinée, alors que la commission électorale a donné vainqueur le président sortant Alpha Condé. Or, certains commissaires de la CENI ont eux-mêmes dénoncé aujourd'hui des fraudes. Au Cameroun, manifestation et colère au lendemain de l'attaque d'une école à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, en guerre depuis près de 3 ans. Je rappelle que le commando, toujours en fuite, a tué au moins 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur salle de classe. Faut-il dialoguer avec les djihadistes? C'est la question qui divise Bamako et Paris. Et c'est une première. Retour sur la visite de Jean-Yves Le Drian au Mali. Premier déplacement d'un haut responsable français depuis le coup d'État du 18 août dernier. La libération de Soumaïla Cissé, Sophie Pétronin avec Mevalo. Yad Agrali, un vétéran des rébellions du désert malien, devenu l'un des plus puissants chefs djihadistes du Sahel et l'un des plus recherchés, serait-il devenu fréquentable? Interrogé à Bamako sur la position de Paris concernant le dialogue avec les terroristes, le chef de la diplomatie française répond: c'est les accords de paix qui font la paix. Ces accords de paix, ils ont été validés par un certain nombre de signataires, dont des groupes armés signataires. Et puis, il y a des groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix. Les choses sont simples. Yad Agrali, à la tête d'Ansardine puis du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, rejette depuis toujours les accords de paix signés en 2015 à Alger, censés instaurer la paix au nord du Mali. Pas question donc de négocier avec lui. Mais avec la libération récente par les autorités maliennes de dizaines de djihadistes en échange de 4 otages, Paris et Bamako, alliés dans la lutte contre le terrorisme, ne semblent plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Il est utile sur cette question de me faire également l'écho des conclusions du dialogue national inclusif qui a eu lieu chez nous et qui a très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue avec ces groupes armés. À l'issue de ce fameux dialogue national inclusif, poussé par une population meurtrie par 8 ans de guerre, le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta s'était lui-même résigné à négocier avec certains djihadistes. Un changement de stratégie encore plus clair depuis l'arrivée au pouvoir de la junte, qui pose la question de l'avenir des forces armées françaises présentes au Mali. Barkhane et ses alliés, parce que c'est un dispositif international, c'est un dispositif beaucoup plus large qui s'étend sur tout le Sahel, avec 5 partenaires à qui et chaque allié doit à l'autre. Et donc c'est pas aussi simple que ça, à la fois pour Barkhane, mais surtout pour les Maliens. C'est la première fois que Paris et Bamako affichent au grand jour leurs divergences. Mais le Mali a-t-il les moyens de sa politique? Et la France peut-elle se retirer sans donner l'impression d'une défaite face au terrorisme au Sahel qu'elle est venue combattre? Et place à présent à notre page spéciale consacrée à la présidentielle en Côte d'Ivoire, J-5. Avant de retrouver le candidat Pascal Afine-Guessant, sachez que nos équipes sont mobilisées aux 4 coins du pays pour vous faire vivre l'événement. Cléophas Mossala à l'ouest, Christelle Pire à Abidjan et aux alentours. Et puis vous, Anthony Fouchard, vous avez sillonné le nord, vous en revenez tout au long de la semaine. On découvrira vos reportages sur les différents enjeux de la région. Ce soir, vous nous emmenez
à Bouaké, racontez-nous. À Bouaké, effectivement, la capitale du nord de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on surnomme la ville, une ville très particulière puisqu'elle illustre aussi une particularité du pays, une particularité religieuse qu'on appelle la transhumance religieuse. Le taux de transhumance religieuse est un des plus élevés du continent et ça veut dire que là-bas, les gens peuvent changer de religion parfois même plusieurs fois dans leur vie, passer de musulmans à chrétiens, de chrétiens à musulmans ou que sais-je, et cela pose assez peu de problèmes. Et donc j'ai rencontré là-bas Jean-Charles qui a accepté de nous expliquer comment et pourquoi, quelles difficultés il avait rencontrées, mais comment il s'était converti. Direction donc Bouaké, capitale de l'islam ivoirien, avec vous, Anthony Fouchard. C'est l'église qui est là. Et c'est de là que tout est parti. Jean-Charles a passé 35 années de sa vie à prier sur les bancs de cette église avant de devenir musulman. Voilà, c'est ici. C'est la première fois qu'il revient ici depuis sa conversion. Dès que j'ai mis les pas à la mosquée, j'ai plus mis les pieds à l'église. Pas de regret? Non, pas de regret, pas de regret. Pas de regret. Pas du tout. Parce que je me plais beaucoup, je suis la nouvelle religion que j'ai embrassée, je me plais beaucoup là-dedans. Jean-Charles a laissé derrière lui la croix catholique et il est loin d'être le seul dans ce cas. Bouaké, c'est la capitale de l'islam en Côte d'Ivoire. Depuis le XIe siècle, date de l'arrivée des premières caravanes commerciales arabes venues du Mali. C'est depuis Bouaké que la religion musulmane s'est étendue à travers le pays. À la mosquée Al-Kaoussar ce matin, plusieurs convertis, comme Jean-Charles, sont là pour la prière. Le catholicisme est devenu ultra minoritaire au centre et au nord de la Côte d'Ivoire. Ici à Bouaké, pas de chiffre précis, mais à l'échelle du pays et de ses 25 millions d'habitants, près de la moitié sont désormais musulmans. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on vit ensemble. Nous, les musulmans et les non-musulmans, il n'y a pas de problème. Sur le plan aussi religieux, sur le plan de la réflexion, sur le modèle même de vivre, tout cela influence. Donc dès que vous vivez ensemble, il y a quelque chose qui va influencer l'autre. Mais malgré cette apparente harmonie, la conversion à l'islam est une décision souvent mal acceptée par les familles. Il y a 5 ans, Jean-Charles a préféré se convertir en secret. Ils n'étaient pas au courant du tout? Non, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant du tout. Donc c'est ce que j'ai dit. Bon, j'ai fait la surprise parce que c'est mes parents, je les connais très bien. Et vu que quand on est là, de la façon ils parlent de l'islam, je sais que si je demandais que bon, dans telle date j'irai me convertir, ils allaient me mettre les bâtons dans les roues. Toute sa famille est catholique et pratiquante. Ferdinand, son oncle, s'inquiète de la djihadiste dans les pays frontaliers au Mali ou au Niger. Une peur propice aux clichés et amalgames sur la nouvelle religion de son neveu. Il y avait l'incompréhension et la peur. On ne s'est pas compris pourquoi il devenait subitement musulman. Voilà. Et puis maintenant la peur parce qu'on voit ce qui s'est passé dans certains pays où c'est des explosions, c'est des gens qui portent des ceintures explosives, il faut ça au nom de Dieu. Donc là on avait peur. Depuis sa conversion, Jean-Charles a créé une fondation qui vient en aide aux anciens chrétiens convertis à l'islam et rejetés par leurs proches. La structure a déjà plus de 300 adhérents, toujours en augmentation. Sujet signé Anthony Fouchard à Bouaké. Anthony, le nord ivoirien épargné par les violences, épargné également par le terrorisme, contrairement à ses voisins burkinabés et maliens. Alors épargné pour l'instant et surtout épargné jusqu'à quand, puisque tous les responsables sécuritaires de la Côte d'Ivoire s'accordent à le dire. La menace, elle est là, elle est réelle. En témoigne d'ailleurs cette attaque terroriste qui a eu lieu en juin sur un poste de l'armée ivoirienne. C'était dans le nord du pays, à Kafolo. C'était la première attaque terroriste d'envergure depuis celle de Grand Bassam en 2016. Donc le risque est là et on parle même d'une nouvelle zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et ce nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de zones forestières à cet endroit-là. Et les zones forestières, on l'a vu au Mali et dans d'autres pays, eh bien c'est des zones sanctuaires, souvent refuges pour les terroristes. Le Burkina mène déjà des opérations antiterroristes, notamment
dans la forêt de Dida, qui est frontalière avec la Côte d'Ivoire. Et l'armée ivoirienne, elle, de son côté, a mis en place une opération qu'elle appelle Frontière étanche, c'est-à-dire des militaires pour suppléer les douaniers et les gendarmes et essayer de garder le contrôle sur cette partie. Alors dites-nous, Anthony, quels sont les autres thèmes que vous allez aborder dans les jours à venir? Et ben là, je vous ai parlé beaucoup de l'aspect sécuritaire, mais il y a aussi une autre particularité ivoirienne pour lutter contre la radicalisation. Et là, elle est très très particulière. Elle est appliquée simplement en Côte d'Ivoire. C'est une collaboration renforcée entre l'État et la fêtière musulmane, le COSIM, c'est le Conseil supérieur des imams. Et on verra donc dans un autre sujet dédié à ça quelles sont les stratégies absolument pas sécuritaires cette fois-ci pour lutter contre le radicalisme religieux. On partira aussi toujours à Bouaké, dans la zone économique, ancien fleuron industriel de Bouaké, qui aujourd'hui est absolument en déshérence malgré les promesses du président Alassane Ouattara. Et on terminera sur l'incontournable question de la réconciliation, 10 ans maintenant après la guerre civile qui a déchiré le pays. Anthony Fouchard, merci, journaliste à TV5 Monde. Et après avoir donné la parole vendredi à Mamadou Touré, porte-parole du candidat Alassane Ouattara, nous sommes ce soir en direct avec Pascal Afine-Guessant. Bonsoir, vous êtes président de l'une des deux tendances du FPI. Vous êtes l'un des 4 candidats retenus pour la présidentielle de samedi, mais vous avez appelé à la désobéissance civile et au boycott. Dites-nous comment peut-on être candidat tout en appelant au boycott du processus électoral, Pascal Afine-Guessant? Bonsoir. D'abord, rectifier pour dire que je suis le président du Front populaire ivoirien. Il n'y a pas deux tendances reconnues par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a un seul parti qui est reconnu par l'État, c'est le Front populaire ivoirien, et j'en suis le président depuis 19 ans. C'est pas ce que dit les pro-Gbagbo, mais oui, très mais bien. Cela n'engage que. Vous n'avez pas besoin de reprendre ce que disent les pro-Gbagbo, vous devez rester fidèle à la loi, à la légalité. C'est cela qui est l'état de droit. Mais ceci dit, je voudrais dire que oui, nous sommes candidats parce que nous avons le droit d'être candidats, nous sommes éligibles et le Conseil constitutionnel a retenu notre candidature et maintenant nous nous battons pour que les conditions électorales soient conformes aux standards internationaux, conformes à l'état de droit, conformes aux principes d'équité, d'impartialité et de neutralité qui doivent guider toute structure chargée des élections, tout arbitrage. Et donc, comme ces conditions ne sont pas réunies, évidemment, nous sommes donc dans la bataille pour réunir ces candidats. Nous n'abandonnons pas notre candidature pour laisser le champ libre à celui qui veut utiliser la fraude et la violence pour s'imposer aux Ivoiriens. Donc, nous sommes candidats et nous nous battons pour des élections justes et transparentes. Donc, ce qui veut dire que vous boycottez la campagne électorale, mais pas le scrutin du 31 octobre de samedi prochain, donc. Le samedi prochain, il n'y aura pas de scrutin parce qu'il n'y a pas de commission électorale indépendante, il n'y a pas de carte d'électeur à distribuer, les commissions locales ne sont pas mises en place, les bureaux de vote ne seront donc pas ouverts et nous nous battons pour que cela soit ainsi afin que M. Ouattara accepte de s'asseoir à une table de négociation pour qu'ensemble nous trouvions le cadre juridique et institutionnel approprié pour un arbitrage impartial des élections et pour des élections transparentes et apaisées. Mais pourtant, le pouvoir avait déjà proposé une réforme de la commission électorale. Vous avez refusé cette main tendue, alors que c'est ce que vous voulez, visiblement, au final. Qu'est-ce que vous voulez, finalement, Pascal Afine-Guessant? Non, le pouvoir n'a jamais proposé une réforme. Cela fait plus de 6 ans que nous courons derrière cette réforme. Nous avons été soutenus dans nos revendications par la Cour africaine des droits de l'homme qui, à 2 reprises, a enjoint le gouvernement de procéder à la réforme de la commission électorale. Il s'y est refusé. Le gouvernement a mis en place une CEI totalement inféodée au parti, avec toutes les commissions locales dirigées par des militants du RHDP. Nous avons dit non et nous avons engagé la désobéissance civile. Si le gouvernement veut discuter, nous l'avons dit, nous sommes prêts à la discussion sous un arbitrage international, notamment la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou toute autre organisation crédible qui peut garantir
la mise en application effective des conclusions de ces discussions. Donc nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais il faut que ce soit un dialogue équilibré sous l'arbitrage d'une commission internationale. Mais vous savez que demander à ce que Ouattara cède le pouvoir, ça ne va pas se faire, ce n'est pas réaliste. Sur quoi êtes-vous prêt de votre côté, Pascal Afine-Guesson, à céder pour qu'éventuellement Ouattara fasse un pas de côté? Mais ce n'est pas réaliste tant qu'on ne se bat pas pour que cette réalité s'impose. Ce n'est pas réaliste, mais c'est conforme au droit. M. Ouattara est candidat en violation de notre Constitution. M. Ouattara veut caporaliser la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel pour garantir, disons, un plébiscite, c'est-à-dire gagner les élections sans forcément jouir de la légitimité populaire. Nous ne pouvons l'accepter parce que cela n'est pas conforme aux intérêts de notre pays. Cela n'est pas conforme aux principes démocratiques. Et donc, nous nous battons pour cela. Nous nous battons d'abord pas uniquement pour conquérir le pouvoir, mais d'abord pour construire la démocratie, pour construire une république démocratique. Et cela doit précéder les élections. Pour le moment, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et notre combat consiste principalement à créer des conditions d'une compétition électorale juste, créer des conditions d'un état de droit, créer des conditions de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous faisons parce que c'est comme cela que nous pourrons garantir un développement équilibré du pays. C'est ainsi que nous pourrons garantir les intérêts des opérateurs économiques qui investissent en Côte d'Ivoire. Et donc voilà pourquoi nous nous battons. Aujourd'hui, à cause de M. Ouattara, de cette candidature problématique, conflictuelle, beaucoup d'opérateurs économiques commencent à quitter le pays. La commercialisation du cacao est bloquée parce que le GPEX, qui regroupe près de 90% de la production nationale, refuse d'acheter du cacao. Et des banques européennes ont fermé leur succursale en Côte d'Ivoire. C'est la guerre civile que M. Ouattara veut provoquer. Déjà, depuis l'annonce de sa candidature, nous enregistrons 70 morts, plus des centaines de blessés, des milliards de dégâts matériels. M. Ouattara est véritablement un danger pour la paix, la stabilité et les intérêts économiques en Côte d'Ivoire. C'est pour tout cela que nous nous battons. Et nous sommes persuadés qu'avec la mobilisation que nous avons, nous pourrons gagner la bataille. Le président Ouattara se dit favorable au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, mais seulement après la présidentielle du 31 octobre. Quelle est votre réaction alors qu'une partie du FPI vous accuse de trahison envers Laurent Gbagbo? Mais ce n'est pas à lui de dicter les règles, les conditions du retour de M. Gbagbo. En Côte d'Ivoire, M. Gbagbo est citoyen ivoirien. Il a été acquitté dans un procès unique que M. Ouattara a intenté contre lui devant la justice internationale. Il n'a aucun droit d'empêcher M. Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire dans son propre pays. Tous les actes qu'il pose relèvent d'une dictature, d'une volonté d'imposer sa propre vision des choses. Nous ne pouvons l'accepter et c'est pour cela aussi que nous nous battons. Pour le respect de la souveraineté nationale, pour le respect de la liberté et des droits des individus. Et donc, c'est ce combat que je mène depuis toujours. Il y a eu un moment d'incompréhension avec certains camarades qui ne comprenaient pas la logique et la stratégie qui m'animaient, mais je crois qu'aujourd'hui, l'unanimité est faite au sein de la famille du Front populaire ivoirien, que nous sommes sur la bonne voie et que nous travaillons ensemble à restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire et à favoriser le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guesson, vous parliez tout à l'heure de la répression des morts. Est-ce que dans ce contexte de tension, il ne faudrait pas revoir en tant que responsable politique votre stratégie pour éviter un nouveau pic de violence à 5 jours de la présidentielle? C'est nous qui sommes l'objet de violence, d'agression de la part des milices de M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, parce qu'il veut imposer